BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission spéciale de Check-up santé. Transportée à la 66e édition, les journées de l'innovation en biologie au Palais des Congrès à Paris, l'événement annuel national incontournable des biologistes. La biologie médicale, incarnée par les biologistes bien sûr, est en pleine mutation. Elle a su faire face à la gigantesque demande de tests pendant la période Covid et montrer son importance dans la chaîne santé. Le biologiste n'est pas toujours au devant de la scène et pourtant ses compétences et les progrès technologiques qu'il a à sa disposition lui permettraient de proposer des services santé au-delà du simple rapport d'analyse biologique. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Tout d'abord le président de ce congrès, François Blanchecotte, habitué de Check-up Santé, président du syndicat national des biologistes et président de ce congrès, Jean Canarelli, qui est le président de l'Ordre des médecins de Corse du Sud, le professeur Jean-Louis Guéant, président de la Commission nationale de biologie médicale et membre de l'Académie de médecine, Emmanuel Berlier, pharmacien biologiste à Dijon et secrétaire général du syndicat national des biologistes, et Vanessa Dubus-Bonnet, qui est dans l'équipe dirigeante de Roche Diagnostic. Elle s'occupe du développement et des nouvelles activités chez Roche Diagnostic. Check-up santé et la biologie, c'est parti. François Blanchecotte, bonjour. Bonjour. Professeur Guéant, bonjour. Bonjour. Jean Canarelli, bonjour. Bonjour. Alors François, donc je disais vous étiez un habitué de Check-up Santé quand même. Ah oui, un petit peu, mais bon. C'est à l'invitation de Fabien Guèze, donc je suis très honoré et très heureux d'abord de partager aujourd'hui cette émission avec vous. Alors donc vous êtes président du syndicat national des biologistes, vous êtes président du CNPS aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Et président évidemment de ce congrès. Combien de participants attendez-vous? Là, on est déjà plus de 1940 participants. Ouais. Donc c'est très important, on a des exposants effectivement et beaucoup de sessions scientifiques. Et certains intervenants institutionnels, politiques qui sont... Absolument, oui, le directeur général de la santé était là ce matin, Grégory Emery. Le ministre nous a livré son message par vidéo et puis un certain nombre de représentants du gouvernement et des institutions. Alors il y a combien de biologistes en France? Combien de biologistes médicaux? Alors, en totalité, il y a 10 200 biologistes, à peu près un tiers dans le public et 2 tiers dans le privé. D'accord, et qui viennent de deux filières, c'est original. Tout la à fait. filière pharmacie et la filière médicale. Exactement, nous sommes soit médecins ou pharmaciens, et dans le privé, 2 tiers sont pharmaciens, 1 tiers médecins, et c'est à l'inverse à l'hôpital. Et comme d'autres spécialités, est-ce qu'il y a une pénurie de Alors biologistes? aujourd'hui, oui, il y a un problème d'attractivité, mais comme toutes les professions de santé, peut-être un peu plus aigu chez nous. Le professeur Jean-Louis Guéant ou Jean Canarelli en parleront respectivement, mais globalement, oui, au concours de CN, c'est choisi avec santé publique dans les derniers strates. Oui, donc il y a un petit défaut d'attractivité, un petit manque d'attractivité. Est-ce que c'est peut-être parce que cette profession a évolué du fait de cette c'est multifactoriel, je pense. financiarisation Il y a à la fois les études longues, il y a aussi le fait de l'installation, le fait de s'associer dans des structures privées ou publiques, le fait peut-être de l'évolution du métier nécessaire qu'on attend demain pour que nos jeunes puissent vraiment venir chez nous. Alors Jean Canarelli, donc vous êtes médecin biologiste, vous êtes président du conseil de l'Ordre des médecins de Corse du Sud. Vous avez d'autres activités, mais on va s'arrêter là, sinon il y en a pour... Oui, il vaut mieux se cantonner à celle-là, c'est celle du jour. Comment ça se passe en Corse au niveau de la biologie médicale? Alors au niveau de la biologie médicale, ça se passe pas trop mal, j'irais même jusqu'à dire bien. Au niveau de la couverture des laboratoires, on a une bonne couverture sur tout le territoire. Bon, on est un petit territoire, une petite population, mais la couverture est bonne. Après, les difficultés nationales au niveau des recrutements des nouveaux biologistes sont réelles. Même si elles ne sont pas majeures dans notre région, on a bien entendu, comme toutes les régions françaises, cette difficulté. Et c'est un des enjeux, et je crois François Blanchecotte l'a bien dit, il y a une désaffection aujourd'hui des spécialistes en internat qui font qu'on va se retrouver avec un passage à vide qui peut être problématique. Jean-Louis Guéant, vous confirmez donc ce manque d'attractivité et les raisons, surtout les causes? Je vais apporter une petite note d'optimisme parce que sur les classements de l'année dernière, en fait, il y avait plusieurs biologistes dans les 1000 premiers. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une inflexion du côté de la médecine. Voilà. Mais je confirme tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un défaut d'attractivité et je pense qu'il est lié en fait au périmètre du métier. Je pense que c'est important de bien renforcer la valence médicale du biologiste médical qui est médecin biologiste, et notamment tout le périmètre d'activité d'un médecin, dont la prescription, dont la possibilité de faire des consultations.
Et dans le dispositif, j'avais piloté en fait la mission du ministère pour le DS de biologie médicale. Et on avait beaucoup insisté sur les FST. Ce sont des formations qu'on fait à la fin du DES, qui peuvent se faire en partenariat avec les DES cliniques et qui vont vraiment bien asseoir la valence, la compétence médicale en fait de ceux qui font le DS de biologie médicale. Donc voilà, j'ai un peu d'optimisme pour l'avenir, mais il faut qu'on se retrousse les manches. Donc le biologiste n'est pas condamné à une certaine invisibilité au profit d'autres professionnels de santé, Non, comme les infirmiers, les kinés, les pharmaciens. Ce qu'on a fait remarquer tout à l'heure dans les premières conférences, et en particulier à l'intervention du directeur général de la santé, c'est qu'il est vrai, souvent les laboratoires ont été mis en avant. Le fait qu'on ait un laboratoire, qu'une structure. Aujourd'hui, ce qu'on cherche tous ensemble à mettre vraiment en avant, c'est le biologiste. Il faut que le biologiste soit connu de la population, des confrères, de tous les corps de métier avec qui on travaille, parce que c'est ça qui est le plus important. Et c'est ce rôle-là qu'on essaye de mettre sur la table, tous ensemble, pour essayer de lui donner de nouvelles missions. Et il faut qu'on lui permette d'être plus connu. Oui, tout à fait, absolument. C'est le travail un peu de votre syndicat ? C'est le travail du syndicat, c'est le travail des ordres, c'est le travail des sociétés savantes, des académies, et c'est vraiment un travail commun. On a tous partagé un document commun, on a mis plusieurs mois à l'établir, et aujourd'hui, il est partagé par tous. Alors Jean-Louis Guéant, vous êtes professeur donc, de biochimie et biologie moléculaire médicale à l'Université de Lorraine. Vous êtes président, on l'a dit, de la Commission nationale de biologie médicale. C'est quoi sa mission exactement, cette commission, en quelques mots ? Alors en quelques mots, la Commission nationale de biologie médicale, elle réunit vraiment tous les acteurs, à la fois sur le plan institutionnel, mais également sur le côté syndical, également les académies, les ordres. Et donc c'est vraiment l'instance où tout le monde est réuni pour discuter des aspects réglementaires, des évolutions réglementaires, mais également des autorisations d'exercice, du périmètre d'exercice. Et puis il y a une mission aussi qu'il ne faut pas négliger. On a mis en place un comité de suivi de l'accréditation et donc on a suivi également l'accréditation par le COFRAC en fait des laboratoires, ce qui a permis à l'initiative de la CNBM d'ailleurs, où François Blanchecotte et Jean Canarelli ont été vraiment des acteurs très importants, de faire évoluer cette réglementation et de la simplifier. Alors vous êtes un scientifique, hein. Un médecin, mais qui fait aussi de la recherche. Biologie, la biochimie. Médecin d'abord. Justement, est-ce que les progrès donc, en biologie, en biologie médicale, est-ce que ces progrès vont dans le sens de nouveaux marqueurs Voilà, si vous voulez, ce que je peux vous dire là-dessus, pour avoir quand même un certain nombre d'années de métier, c'est que j'ai pratiqué la biologie dans mon CHU tout en ayant une activité de consultation et en voyant des malades. Et je pense que cette valence médicale, il faut vraiment bien l'affirmer dans le métier. Elle est nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de la médecine personnalisée. On peut prendre l'exemple du cancer. Quand l'anapathe regarde une tumeur, eh bien, parallèlement, le biologiste médical peut faire les analyses de biologie moléculaire, à la fois sur l'expression des gènes, mais également sur le génome de la tumeur, qui n'est pas celui constitutif. Et donc, à partir de là, pouvoir prédire quel est le traitement qui sera le plus adapté pour la personne. Donc une collaboration entre le biologiste et l'anatomopathologiste ? Étroite entre le clinicien, c'est-à-dire l'oncologue qui va prescrire le traitement, mais également l'anatomopathologiste et biologie médicale. Ça s'appelle, en fait, ce mode de travail se fait dans des RCP, c'est des réunions pluridisciplinaires où doivent être prises des décisions vraiment de choix du traitement. Alors, le biologiste a une place centrale. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années dans le diagnostic ? Alors, ce qui a changé, c'est que de plus en plus, ce qu'on appelle les techniques omiques, c'est-à-dire c'est des techniques qui vont permettre de doser une quantité considérable de paramètres. Par exemple, on peut séquencer complètement le génome, on peut regarder l'expression complète des gènes, pour l'exemple que je vous ai pris, mais on peut regarder également l'ensemble des métabolites, c'est-à-dire des petites molécules qui régissent la vie d'une cellule et d'un tissu. Et avec l'ensemble de ces données, on peut vraiment faire ce qu'on appelle de la médecine stratifiée ou de la médecine au cas par cas. On l'appelle également la médecine personnalisée, comme je vous l'ai dit, pour la prise en charge et les traitements. Il y a une discipline qui est émergente à partir de la biologie médicale, en tout cas que moi je porte très haut, c'est ce qu'on appelle la médecine moléculaire. Voilà, vous avez cette dualité et vraiment dans le parcours de soins, la place du médecin et du pharmacien biologiste, c'est-à-dire du biologiste médical, elle est centrale, aussi bien dans l'exercice libéral que dans l'exercice en CHU et dans les centres hospitaliers généraux. Jean Canarelli, votre profession a largement investi pendant la période Covid. Est-ce que ce n'était pas trop vite et trop ? Non, elle a largement investi, mais on pourrait presque dire que c'était trop tard.
Si on a largement investi, c'est qu'on a eu un sous-investissement les années précédentes. On nous a progressivement coupé les ailes en termes de financement et quand il a fallu se retrouver dans une période de crise, on a investi à marche forcée et on l'a très bien fait. Je crois qu'aujourd'hui, tous les laboratoires de France, qu'ils soient publics ou privés, ont montré ce qu'ils étaient capables de faire. Malheureusement, aujourd'hui, en 2023, on se retrouve avec une situation un petit peu dégradée où on n'a peut-être pas pris la mesure du rôle du biologiste qui a été laissé de côté, je vous l'accorde, au moment de la réforme de la biologie de 2008 à 2013. On a parlé beaucoup de la réforme de la biologie, des laboratoires, et finalement assez peu du biologiste. Et c'est pour ça que Jean-Louis Guéant ou François Blanchecotte, ici présent, participent largement à ces sujets. Nous travaillons sur la place du biologiste dans le cadre du parcours de prise en charge du patient. Et c'est un des axes des missions des biologistes. Alors justement, là a un rôle majeur. Justement, François Blanchecotte, donc vous dirigez le syndicat, donc vous défendez votre profession, vous êtes force de proposition pour aller toujours plus loin dans le suivi, dans la gestion du patient. Quels sont, en gros, quelques exemples de propositions que vous faites à nos politiques? Les propositions sont assez simples, en fait. On cherche à avoir une lisibilité et à ce que le rôle du biologiste soit vraiment pris en compte dans le parcours de soins, comme disait Jean, dans le parcours diagnostique, mais aussi dans la prévention. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un ministre qui porte évidemment haut et fort le terme santé plus prévention. Il va donc s'exprimer là-dessus très clairement. Et il faut que les missions qu'on réclame depuis 10 ans de prévention, de dépistage, puissent rentrer dans les actes. Aujourd'hui, exemple précis, HPV, cancer du col, dépistage. Aujourd'hui, les laboratoires ne peuvent pas le faire sans qu'il y ait une ordonnance d'un médecin. Alors que l'HIV sans ordonnance, vous pouvez venir dans un laboratoire, faites votre HIV sans ordonnance si vous pensez que vous avez un facteur de risque. Demain, si on veut éviter les 2000 décès de femmes par an pour le cancer du col, il faut que les femmes puissent éventuellement avoir un dépistage général et qu'on puisse être vraiment en amont. Et on l'a vu tout à l'heure dans un exposé aussi dans la maladie rénale, c'est pareil, il faut vraiment que le biologiste puisse entrer dans cette action de prévention. Parmi vos propositions, il y a aussi le fait de pouvoir prescrire certains produits, certains médicaments. Alors, il y a une question qui déjà maintenant parfois les pharmaciens. Voilà, il y a une question qui se pose sur la cystite, il faut être très clair, l'infection urinaire, que le PFSS évidemment 2024 va autoriser chez les pharmaciens à faire et à délivrer l'antibiotique. Mais dans les cas complexes, il faut que le biologiste puisse aussi, puisqu'il a la réponse dans son antibiogramme de l'antibiotique qu'il faut donner, il pourrait très bien aussi, puisqu'on va avoir certains accès médicaux qui sont difficiles, prescrire le médicament que de toute façon et que le patient puisse aller le chercher chez son pharmacien. On aurait une efficience très rapide de la prise en charge d'une complication aussi qui pourrait être dans ce sens-là. Donc il y a la prévention, il y a le suivi, et il y a la prévention, le diagnostic et aussi le suivi. Comment suivre un peu plus le patient et différemment de ce que vous faites maintenant? Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a des outils du numérique qui vont nous aider. Le Ségur nous a apporté un saut numérique à faire. Je crois qu'aujourd'hui, dans nos comptes rendus, dans nos bases de données, nous avons aussi la possibilité de structurer nos bases et donc d'avoir un suivi du patient chronique et de pouvoir, au fur et à mesure, indiquer à un patient que, par exemple, on en parlait encore ce matin, pendant 2 ans, il n'a pas eu un examen particulier et qu'il puisse évidemment l'avoir pour avoir son suivi correctement. Parfait. Bon, vous restez avec nous. Merci. Jusqu'à la fin de l'émission. On va remercier donc Jean Canarelli, merci beaucoup, et le professeur Jean-Louis Guéant. Merci beaucoup. BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Emmanuel Berlier, bonjour. Bonjour. Vanessa Dubus-Bonnet, bonjour. Bonjour. François, vous êtes toujours avec nous? Oui, tout à fait. Alors, Emmanuel Berlier, vous êtes pharmacien biologiste à Dijon et vous êtes PDG de la société Biomed 21. Oui, tout à fait. Et surtout secrétaire général du syndicat national des biologistes. Donc vous ne faites pas partie d'un grand groupe? Non, je suis donc à la tête d'un groupe de biologistes indépendants. On est 13 sites donc dans la région de la Bourgogne et plus précisément en Côte d'Or. Donc vous n'êtes pas superstitieuse? Non. D'accord, Non, non. pour 13 sites. En tant que secrétaire général de ce congrès, qu'est-ce que vous attendez justement de ce congrès? Déjà, on attend d'avoir du monde qui vienne nous voir et puis surtout faire passer des messages sur notamment l'avenir de la profession qui est un petit peu inquiétant à l'heure actuelle. Et donc, on a envie de travailler tous ensemble et surtout de rallier des jeunes à la profession pour venir défendre notre beau métier et en défendre les valeurs.
François, le professeur Guéant était optimiste, mais vous, est-ce que vous sentez que cette profession peut être menacée quelque part? Moi, je l'ai dit très clairement dans mon discours ce matin, je pense que l'année 2024, on est vraiment à un virage. C'est pour ça que je suis en somme satisfait que le ministre, avec un peu d'appréhension, ait décidé d'ouvrir des assises et une mission sur la biologie en janvier 2024. Il nous l'a assuré. Donc c'est vrai que c'est à la fois inquiétant parce qu'on se dit c'est qu'il y a des problèmes, mais aussi c'est aussi une porte d'optimisme parce que comme dit Emmanuel, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vraiment ramener le rôle exact que nous avons, faire connaître à la population, à nos confrères, à tous ceux avec qui on travaille en coordination, et pour mettre vraiment les missions qu'on a mis au point dans les faits, dans les actes, réellement. Alors, justement, dans le cadre de votre activité, est-ce que vous collaborez vraiment pleinement avec les autres professionnels de santé, avec les médecins? Oui, tout à fait. On a vraiment un rôle et notamment, souvent, il est difficile quand même de joindre des médecins. Donc, on reste un bon interlocuteur pour les patients qui ont souvent besoin de conseils ou d'interprétation des résultats. Et après, quand des résultats sont vraiment pathologiques, effectivement, on appelle les médecins pour pouvoir discuter de ce qui peut être fait pour le patient, Ouais. pour le prendre en charge. Et avec le patient aussi, parce que c'est vrai que parfois le patient, il reçoit son compte-rendu avec des choses qui sont surlignées, il ne comprend pas il sait pas si c'est grave ou si c'est pas grave. Oui. Est-ce que vous avez vous lui donnez des conseils un peu plus personnalisés? Est-ce que vous avez vous lui faites une synthèse un peu plus personnalisée? Oui, tout à fait. On est à même de faire l'interprétation des résultats et avec une vision d'ensemble, puisque souvent, quand un bilan est complet, ça permet d'avoir un check-up complet et de Ouais. pouvoir dire d'une manière globale Oui, et puis et de détecter. Parfois, quand les patients ont des suivis réguliers, on peut détecter une pathologie qui est silencieuse, mais qui peut apparaître par les résultats de la biologie et on peut alerter le médecin. Et Donc, en discuter avec personnaliser. lui, et en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Donc discuter aussi bien avec le médecin qu'avec le patient. Alors, si on soupçonne quelque chose, on va plutôt appeler le médecin en premier lieu. Mais oui, on a des bonnes relations et une communication qui est intéressante et importante. Vanessa Dubus-Bonnet, donc vous représentez Roche Diagnostic, qui est d'ailleurs un des partenaires du congrès. Absolument. Participer à ce congrès pour nous aujourd'hui, c'est vraiment être au plus proche de nos partenaires, les biologistes, que ce soit du privé ou du public. Et c'est vraiment très important de poursuivre nos échanges durant ces journées, à la fois sur leurs besoins, mais aussi nos innovations. C'est vraiment essentiel, oui. Alors justement, vous développez donc des produits, évidemment, du dispositif médical que va utiliser le biologiste, c'est bien ça? Absolument. L'ensemble des systèmes, des solutions, aussi de plus en plus des solutions informatiques avec des algorithmes. Donc c'est effectivement ce que nous proposons dans différents domaines d'activité et notamment la biologie médicale. Alors justement, les progrès technologiques sont là, donc qu'est-ce qui progresse qu'est-ce que vous faites maintenant, vous allez faire dans le futur que vous n'avez pas fait jusqu'à présent? Alors dans Au le niveau du futur diagnostic. proche, on va dire, c'est vrai qu'il y a des solutions notamment informatiques, l'intelligence artificielle, avec l'arrivée d'algorithmes qui sont vraiment là pour apporter un support aux professionnels, que ce soit les biologistes ou les médecins, qui ne sont absolument pas là pour remplacer les professionnels, mais qui vont permettre d'accéder à des informations de façon plus évidente, de façon plus facile, et parfois même apporter des informations supplémentaires. François Moschkot, c'est donc pour gagner un peu de temps humain avec le patient, avec les... Oui, il est professionnels, nécessaire aujourd'hui cette qu'on intelligence gagne du artificielle. temps, tout à fait, ne serait-ce que parce qu'on a une pression financière dans laquelle, évidemment, nous n'avons pas aujourd'hui d'augmentation tarifaire, il faut le dire. Et donc, il faut rendre de plus en plus de volume d'examen. Donc, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le tri qui peut être apporté par des algorithmes, apporter des connaissances supplémentaires. Et on sait aujourd'hui des examens ne sont pas forcément nécessaires en première intention, peuvent l'être en deuxième. Et je pense que avoir une consolidation, comme disait Emmanuel, de l'ensemble des données permet aussi, dans un premier temps, de simplifier la prescription et dans un deuxième temps, pour 20% des patients, d'apporter des examens complémentaires, si on peut le faire, si c'est à notre main. Alors, il y a un débat, Vanessa Dubus-Bonnet, c'est la biologie hors mur, comme on l'appelle. Vous avez d'ailleurs publié récemment une étude de géographie de santé publique sur le rôle de la biologie délocalisée dans la lutte contre les déserts médicaux. Il y a vraiment des déserts médicaux en biologie? En tout cas, il était essentiel, alors qu'on parle des déserts médicaux, effectivement, et c'est une réalité, de pouvoir compléter cette analyse en posant la question quid du diagnostic et quelle est l'accessibilité au laboratoire de biologie. Donc nous avons effectivement complété cette étude avec des données géographiques, statistiques,
Et oui, on constate qu'effectivement, 8 millions d'habitants, c'est-à-dire 12% de la population française, ont un accès difficile. Quand on parle de désert, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'accès impossible, évidemment, mais un accès difficile, c'est-à-dire qu'ils sont à plus de 25 km d'un laboratoire de biologie. Donc nous avons aussi souhaité compléter à travers cette étude de nouvelles approches qui pourraient apporter des solutions ou en tout cas aider à avancer sur cette inégalité. Je parlais des résultats d'études qui montraient absolument. Justement. Vous confirmez, François, non? Écoutez, nous avons travaillé avec, sous l'égide à l'époque de François Hollande quand on a fait la réforme, parce que l'option du président de la République de l'époque, c'était qu'on ait un labo à moins de 30 minutes. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de sites de laboratoires qui sont peut-être difficiles d'accès, mais c'est simplement des problèmes d'autoroutiers, etc. Et tout. Et donc, l'accessibilité pour nous, c'est une accessibilité au travers du laboratoire lui-même, mais de tous les réseaux d'infirmières avec lesquels nous travaillons. Il faut savoir que sur les 500 000 patients par jour, nous avons près de 30 à 35% des prélèvements qui sont apportés par les infirmières. Donc c'est eux qui sont au contact des patients et c'est eux qui apportent les prélèvements au laboratoire ou avec des systèmes de ramassage. Donc le problème de la territorialisation est important. Le problème de l'installation des laboratoires dans des zones où il y a moins de prescriptions médicales, c'est un sujet. Mais il faut quand même garder à l'esprit qu'aujourd'hui, les Français ont accès, par rapport à d'autres pays, à des résultats qui peuvent être rendus quasiment dans la journée. D'accord. Donc avant justement de commenter ce que va dire Vanessa Dubus-Bonnet, donc vous proposeriez d'équiper des structures comme des EHPAD, comme des maisons de santé, voire même des ETI? Non, exactement. Nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir donc porter cette biologie. Ça existe déjà ou c'est ce que vous proposeriez? Ça n'existe pas ou que sur certains cas d'essais pilotes ou de besoins qui ont été identifiés très spécifiquement, et je pourrais citer un exemple. Mais ce que nous proposons, c'est de pouvoir mettre cette biologie délocalisée en place avec et uniquement avec le support de la biologie centralisée, parce qu'on doit garder la même qualité. L'accréditation mise en place ces dernières années est essentielle et on doit vraiment être avec les professionnels, les biologistes. Et c'est de pouvoir le faire dans des établissements qui sont prescripteurs. Donc oui, des établissements tels que les maisons de santé et les EHPAD. Et ça permettrait d'avoir une meilleure accessibilité pour l'ensemble de la population et de réduire ces inégalités. Emmanuel Berlier, donc un commentaire sur cette biologie hors mur que vous pourriez peut-être maîtriser? Alors, de toute façon, il faudrait qu'elle soit maîtrisée par les laboratoires. Après, reste à voir la mise en place, comment c'est possible. Je pense que c'est pas très simple à mettre en place, mais c'est sûr que nous, on veut avoir la main dessus. On est soumis à l'accréditation, on nous demande plein de choses, et c'est nous les maîtres et les acteurs de la biologie médicale. Donc, même si ce serait le pharmacien ou l'établissement de santé qui achète l'appareil? Alors pour l'instant, il n'est pas question de pharmacien. On est d'accord qu'il est question de biologistes et de structures type les maisons de santé ou les EHPAD. Vous avez raison, c'est pas si simple parce qu'il y a un premier point qui est la réglementation. La réglementation actuelle ne le permet pas et il y a une vraie nécessité de faire évoluer cette réglementation et de mettre le diagnostic au cœur de la santé nationale, de cette stratégie qui doit être évoluée. Donc oui, il faut mettre cette réglementation. Oui, il faut aussi des modèles économiques pour pouvoir le faire. Parce que les biologistes, les médecins, si ce sont dans des maisons de santé, doivent pouvoir le déployer. Et il faut effectivement réfléchir et développer tout ça. Mais il y a déjà eu un exemple dans le pays de Gex où on est typiquement face à un désert médical et où au sein d'une maison de santé, ils ont pu mettre en place déjà cette maison de santé avec 12 médecins, 4 infirmières, et ils ont pu mettre en place cette biologie délocalisée en lien avec un laboratoire centralisé. Et le retour des médecins est très clair. Grâce à ça, on a une meilleure réactivité, on a une précision plus importante et on peut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mieux orienter les examens suivants pour le patient et faciliter son parcours de soins pour la suite. D'accord. François Boschko, ça pourrait être un plus si vous maîtrisiez évidemment cette distribution et si vous aviez la main sur les... Il faut le dire, c'est dans les tuyaux. C'est-à-dire c'est quelque chose qui avait déjà été mis sur la table il y a 2 ans. L'arrêté n'est jamais sorti et on avait défini le périmètre, un peu les examens et les lieux et les personnes. Au départ, ça devait être open bar chez même les cabinets infirmiers, chez les pharmacies. On a mis quand même un peu le pied sur la pédale en disant écoutez, il faut voir les lieux dont on en a besoin. La question qui est posée, c'est aujourd'hui le financeur. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un examen qui n'est pas anodin, qui coûte cher, coûte un petit peu plus cher d'ailleurs que la routine. Et donc le financeur aujourd'hui, pour l'instant, on l'a prévu dans l'accord 24, 25, 26.
La Quand CNAM vous dites le financeur, c'est l'assurance maladie? Oui, tout à fait. Absolument, l'assurance maladie. Et c'est prévu dans l'avenant qu'on a signé avec l'assurance maladie. Pour l'instant, il n'y a pas de somme en face. C'est-à-dire que les examens de routine sont financés, mais s'il y a de la biologie délocalisée, c'est une enveloppe supplémentaire. Or, aujourd'hui, dans le PLFSS 2024, il n'y a pas marqué qu'il y aurait une dépense supplémentaire de biologie délocalisée. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a des besoins. Je rejoins la madame. On a des besoins pour éviter l'hospitalisation. Et donc, on a un gain en silo sur le coût de dépenses d'une hospitalisation. Donc, effectivement, le choix du médecin, c'est nécessaire pour garder le patient à domicile. Avoir une prise en charge à domicile, ça coûte moins cher. Donc, oui, sur le principe. Par contre, il faut qu'on soit tous autour de la table, Évidemment. les industriels, les biologistes et le financeur. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Oui, donc on est en France. Hein, un protocole qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie, ça ne va pas loin en général, non? Vous avez Très raison, rapidement, et c'est oui. aussi un des buts de notre étude, de mettre ça en lumière. Mais encore une fois, oui, il y a un coût, c'est certain, comme pour toute prise en charge médicale, mais n'oublions pas que le diagnostic médical est nécessaire dans 70% des cas pour poser un avis des médecins, alors que ça ne représente aujourd'hui que 2% des dépenses de santé du soin. Donc oui, il faut se poser autour d'une table, améliorer ça et pouvoir avancer dans ce sens-là, encore une fois, dans le seul intérêt du patient. Merci. On va laisser conclure donc François Blanchecotte, qui est le big boss de ce congrès, le grand patron. Juste en quelques mots, comment voyez-vous le laboratoire d'analyse médicale de demain, dans les 5, 10, 20 prochaines années? Notre labo, il doit se développer d'abord en liaison avec les autres professionnels. On n'est pas aujourd'hui en silo. Pour moi, ce qui va compter demain, c'est la prise en charge du patient, le parcours de soins complexe, et dans lequel on s'inscrit en équipe de soins, tous ensemble, le médecin, le pharmacien, l'orthophoniste qui a besoin, le kiné, etc. Et donc, on apporte des éléments concurrentiels. Et comme le disait très bien Grégory Emery, je reprendrai sa formule, on a longtemps distingué le curatif du préventif. Aujourd'hui, tout le monde doit être préventif parce qu'il y a le curatif derrière. Et en fait, il ne faut pas séparer les deux. Il faut avoir, dans les professionnels de santé, une évaluation de ce qu'il faut faire en prévention pour éviter d'avoir à traiter et d'avoir une prise en charge plus lourde pour tout le monde, une prise en charge sociale, puisque nous la payons tous. Et c'est comme ça qu'on verra les choses les mieux. Eh bien, merci beaucoup François Blanchecotte, merci Emmanuel Berlier, Merci Vanessa Merci. Dubus-Bonnet, et bravo et bonne chance à ce congrès. BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.